Donc vous êtes sociologue, vous êtes directrice du département de sociologie de l'université de Perpignan, et vos thèmes d'études privilégiés, ce sont les cabinets ministériels. Donc vous nous expliquerez pourquoi effectivement ce thème a retenu votre attention. Donc à ce sujet, vous avez écrit un ouvrage, donc Le coût et le goût du pouvoir, qui est sorti en 2010, qui a été notamment récompensé par un prix du Sénat en 2010. Vous avez travaillé avec Monsieur Schoeller sur ce sujet, donc vos réflexions se sont mutuellement enrichies. Ah non ? Discuter. Bon, voilà, on a cherché le mot tout à l'heure, tous les deux ensemble, et on avait abouti sur le mot travailler, donc discuter avec Monsieur Schoeller sur cette thématique. Donc, votre intervention, on était dans une dimension un peu prescriptive, on va retourner dans une dimension analytique. Donc, votre intervention va nous permettre d'illustrer, à travers une étude, une sociologie clinique des cabinets ministériels, les rapports que alors l'élite, hein, j'entends que le mot puisse poser un certain nombre d'interrogations, donc les rapports que l'élite entretient avec la responsabilité, et quel est finalement le sens que cette élite donne à cette notion aujourd'hui, donc à travers le cas des conseillers de cabinets ministériels. Voilà. Merci. Oui, donc je vais peut-être commencer par rappeler très rapidement quand même la dimension de la sociologie clinique qui a été présentée par Monsieur Foucard à propos des membres de cabinets ministériels. Alors la sociologie clinique, donc nous sommes bien en sociologie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux phénomènes sociaux, mais en tant que vécus par les individus, éprouvés, donc dans leur dimension existentielle, subjective. Donc, pour faire court, on va dire, ce qui m'intéressait par rapport aux membres de cabinets ministériels que j'ai pu rencontrer, c'était plus leur ressenti par rapport à l'expérience en cabinet ministériel, le monde vécu, éprouvé, plus que les dossiers en eux-mêmes, même si bien sûr quand ils parlent de leur ressenti, ils évoquent aussi les dossiers, mais en tout cas moins dans leur dimension technique et structurelle. Autre point important, c'est que peut-être par rapport à l'échantillon, le corpus des membres de cabinets ministériels que j'ai pu interviewer, donc le corpus est constitué de 84 membres, anciens membres, surtout de cabinets ministériels, alors avec une représentation de l'ensemble des gouvernements de la Ve République, sauf le gouvernement de Michel Debré, si on parle des premiers ministres, 59-62, et pareil pour le gouvernement de Fillon, puisque j'étais déjà passée à la rédaction et l'analyse de mon corpus. Donc ça veut dire que j'ai interviewé de très anciens membres de cabinets ministériels et des bien plus contemporains. L'autre point que je peux aussi préciser par rapport à une question qui a été soulevée à très juste titre ce matin, c'est comment peut-on avoir accès à ce discours, à ce monde vécu des membres de cabinets ministériels, en sachant qu'une des définitions du fonctionnement de l'organisation en cabinet, je vais y revenir tout à l'heure, c'est le poids du secret. Un monde relativement clos et peu emprunt à la visibilité, même si on l'a dit aussi ce matin avec le gouvernement sous l'ère du président Sarkozy, on a mis en avant quelques conseillers. Pour autant, à travers l'histoire, ces hommes, ces femmes restaient plutôt dans l'ombre. Donc comment avoir accès ? Donc c'est vrai que ça demandait pas mal de patience. Et finalement, c'est peut-être la dimension clinique, à savoir le fait que je n'interrogeais pas concrètement les dossiers, les secrets d'État, mais leur vécu, leur ressenti, en sachant que ces hommes et ces femmes sont très peu interrogés sur ce ressenti très subjectif. Autre précision, c'est qu'il s'agit de membres de différents cabinets ministériels. Alors les noms peuvent changer, hein. On va parler de ministère de l'Emploi ou du Travail, mais on va dire emploi, travail, affaires sociales, économie, santé, droits des femmes, en fonction aussi des périodes. Donc une pluralité des cabinets ministériels. Alors je précise que dans la dimension clinique, on n'est pas dans ce souci de représentativité, mais on cherche plutôt
à se rapprocher de la signification, par contre, des représentations, des pratiques, du vécu, du ressenti. Alors, un point commun avec Pierre Scholler, dans sa dimension plus artistique pour son travail et plus clinique pour le mien, c'est d'être extérieur au cabinet ministériel. Donc je ne connaissais pas, avant de travailler sur cet objet de recherche, des membres de cabinets ministériels, et je n'ai jamais travaillé pour un cabinet ministériel en particulier. Alors il faut savoir que même dans le monde scientifique, en général, c'est souvent d'anciens membres de cabinets ministériels, que ce soit en sciences juridiques ou en sciences politiques, qui ont réalisé des travaux. Alors je pourrais vous en citer quelques-uns, Dominique Chagnolot, Guy Carcassonne aussi, qui est revenu sur son expérience en cabinet, Christian Bigot, Olivier Schrammeck, Philippe Roqueplot en sociologie. Donc un certain nombre d'études de scientifiques, mais ayant eux-mêmes vécu cette expérience en cabinet. Donc on va dire que j'arrivais un petit peu, alors avec des guillemets, avec une approche un peu naïve, extérieure, et que j'ai dû moi aussi déconstruire un certain nombre de présupposés, voire une certaine fascination de ces cabinets ministériels et de ces membres de ces cabinets. Alors, cette fascination, j'en parle dans mon ouvrage, elle a pu se jouer à un moment donné. Je pense que c'est important par rapport à l'humanité, finalement, que l'on a souvent minimisé, peut-être, dans l'approche des politiques et de l'action politique, quand un conseiller, donc un conseiller, on va dire, très ancien, après avoir parlé de on va dire, de décennies, plus de 30 ans, passés dans différents cabinets ministériels, après avoir réalisé un entretien de plus de 3h30, m'a dit « Mais c'est horrible, je me rends compte finalement que tout ce que j'ai fait, c'est inutile. Je me demande à quoi ça sert avec toute la place que ça a pris dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie, mon temps. » Et donc là, j'ai senti vraiment un malaise. J'ai vu les larmes couler sur son visage. Et je pense que ça a été un moment très important parce que forcément, en tant que chercheur, je me suis rendu compte que j'avais aussi une image erronée de ces membres qui ont aussi des failles, qui ont aussi un ressenti, même si ils l'évoquent très rarement. Alors pour partir dans cette dimension clinique du monde vécu des cabinets ministériels, quand on est dans cette démarche inductive et non pas hypothético-déductive, même si on lit un certain nombre de travaux sur la question, on essaye de partir vraiment du monde vécu, en l'occurrence, et de s'en nourrir, puis de l'analyser, de le conceptualiser et de le théoriser. Ce qui demande aussi de se laisser surprendre par rapport justement à tout ce qui émerge de ce terrain et qui au début nous apparaît un petit peu comme étant surprenant, décalé par rapport peut-être aux grandes questions politiques, rapports entre administration, politique, sur lesquels on pouvait partir si on s'appuie déjà des travaux existants. Alors je vais ici mentionner quelques effets de surprise et je reviendrai ensuite dans la signification de ces effets de surprise au cœur de mon travail. Alors le premier effet de surprise, c'était la dimension sémantique du vocabulaire, tous les mots employés extrêmement centrés sur la gestion, sur l'économie, sur la comptabilité, voire même le fait de revendiquer un apolitisme, donc de minimiser le caractère politique de l'action et des décisions. Alors parfois en précisant aussi, dans une espèce de quête presque de vérité, les chiffres, alors je peux reprendre les mots d'un conseiller, les chiffres n'ont pas d'odeur et n'ont pas de couleur. Donc vraiment le fait de minimiser en permanence ce caractère politique. L'autre effet de surprise, qui a été mentionné d'ailleurs ce matin, c'est quand j'ai demandé à ces membres de cabinet ministériel, à ces anciens membres, quelles étaient leurs références. Heureusement que j'étais dans une démarche d'entretien plutôt libre, en tout cas
pas directif, ça c'est sûr. J'ai pas précisé quelles étaient leurs références politiques, même si dans ma tête, je le pensais. Quand je leur ai demandé de me parler de leurs références, leurs modèles, ce qu'ils aimeraient incarner, pourquoi, ce qu'ils symbolisent. Et ben, la réponse la plus couramment donnée, c'était, alors surtout à propos des membres de cabinet ministériel plus actuels, plus contemporains, c'était le héros sportif, mais de manière extrêmement forte et consensuelle. Et donc quand je leur ai demandé de préciser pourquoi, qu'est-ce qu'ils incarnent, finalement j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour s'interroger sur la place de l'action politique dans notre société. Alors pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de membres de cabinet ministériel mettaient en avant le fait que le sportif, celui qui est héroïsé, la légende sportive, c'est celui qui part de tout en bas et qui arrive tout en haut, pour caricaturer. En gros, si on veut, on peut. Et c'est vraiment celui qui est dans la performance individuelle exceptionnelle. Alors, je ne vous parle pas aussi, au passage, de tout le discours sur les sportifs, ils arrivent à susciter l'engouement, l'émotion, on n'y arrive plus. Mais sur ce rapport à la performance individuelle, j'ai trouvé ça intéressant parce que si on reprend justement le travail de Alain Ehrenberg, un sociologue spécialiste de la performance, dans son ouvrage Le culte de la performance, il étudie justement l'héroïsme sportif en le comparant à l'héroïsme politique. Puisqu'effectivement, moi, je m'attendais à ces grandes références politiques. Alors, j'en ai eu quand même, je vous rassure, concernant davantage les anciens membres de cabinet, alors en fonction des partis et des affinités politiques, Nelson Mandela, Jaurès, De Gaulle, etc. Mais ces réponses étaient minoritaires. Et donc, ce qui est intéressant dans le travail d'Alain Ehrenberg, c'est finalement le héros sportif, c'est celui qui change sa place dans la société. Alors que le héros politique, c'est celui qui change la société. En tout cas, la destinée commune. Et donc, c'est assez intéressant de voir finalement ceux qui pourraient rêver d'incarner les héros politiques, changer la société, changer une commune destinée, finalement n'y croyaient plus eux-mêmes. Et ce qui nous interroge, puisque si au fond, pour eux, ce qui compte, c'est à chaque citoyen, à chaque individu de changer sa place dans la société, quel est leur rôle en tant qu'acteur, qu'actrice politique. L'autre effet de surprise, quand j'ai commencé à recueillir un certain nombre de discours de membres de cabinet ministériel, c'est le sentiment d'impuissance, voire, alors avec des guillemets, c'est pas aussi fort pour tous les membres de cabinet ministériel, mais c'est quand même souvent présent, notamment dans une comparaison historique, parfois nostalgique, c'est le sentiment d'inutilité. Alors ce matin, justement, j'ai trouvé deux remarques très intéressantes par rapport au fait de marquer sa trace, si j'ose dire, à travers l'histoire d'un décret ou montrer qu'on a participé à une réforme importante. Et donc très souvent, les anciens membres de cabinet se disent finalement, à quoi a servi mon action ? Je ne le sais pas, je ne le vois pas, voire même peut-être que ça n'a servi à rien. Alors qu'un certain nombre de membres de cabinet qui ont eu des carrières politiques avant ou après le passage en cabinet, davantage comme élus locaux, disent que là, ils trouvent quand même une satisfaction plus importante. Ils peuvent voir les changements. Ils ont une certaine proximité avec les personnes. Ils ont des retours un peu moins critiques. Et même parfois, ça peut se concrétiser. C'est une personne qui met en avant dans sa ville le fait d'avoir construit un espace vert et peut y aller elle-même avec sa famille et narcissiquement presque voir un petit peu concrétiser son action. Donc ça, cet aspect-là qui vient de plus en plus, en tout cas, si on reprend les discours par rapport à l'âge et au moment où les membres étaient en cabinet, c'est quelque chose qui tend à être de plus en plus fort, ce sentiment de à quoi on sert, à quoi sert l'action politique, voire même est-ce qu'elle sert à quelque chose. Alors les deux axes autour desquels je vais vous présenter ce monde des cabinets ministériels, alors, et qui sont un peu au cœur de mon ouvrage. Le premier, c'est vraiment ce monde vécu des cabinets ministériels. Alors notamment, on peut s'arrêter un tout petit moment sur ce terme de cabinet.
C'est vrai que le mot cabinet, tout de suite, il suscite quelque chose. Alors, il n'existe pas que pour les cabinets ministériels. On peut parler de cabinet d'avocats, cabinet médical, cabinet d'aisance. Mais on voit en tout cas que ce terme, par rapport à la vie politique, il tend à se généraliser. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on voit apparaître le cabinet du maire, y compris dans des toutes petites villes ou des petits villages. Le cabinet du président de région. Alors qu'autrefois, on parlait du bureau du maire, par exemple. Donc on voit que c'est un mot dans les collectivités territoriales qui tend à prendre de l'ampleur. Alors concernant les cabinets ministériels, on peut dire que l'héritage quand même des cabinets, il précède à la République, et on peut dire que ce qui caractérisait les cabinets, c'était l'entourage royal, la cour du prince, et donc cet héritage monarchique, aristocratique et le lien vassalique historique, il est quand même encore relativement présent. Donc on peut dire que ce terme de cabinet, il connote à la fois tout ce prestige de cette histoire, de ceux qui sont dans l'entourage du prince, du décideur, du roi, mais il connaît aussi bien sûr tout de suite le prestige et le secret. C'est-à-dire que très souvent le mot cabinet, Olivier Schrammeck et d'autres auteurs que j'ai cités tout à l'heure d'ailleurs, montrent que comme c'est un lieu particulièrement clos, peu transparent, c'est un pouvoir aussi qui peut être pensé comme occulte, démesuré. Alors c'est aussi quand on parle de cabinet noir, c'est-à-dire que le pouvoir il peut aussi être fantasmé de l'extérieur par rapport à ce qui se joue réellement à l'intérieur de ces cabinets. Comme c'est un univers clos, forcément, il suscite nombre de fantasmes. Autre aspect qui peut caractériser les cabinets, c'est, on l'a vu, le prestige. Effectivement, tout de suite, ça renvoie une certaine idée du pouvoir, de la hiérarchie, d'être autour de celui ou de celle qui compte et qui décide, et de participer à cette décision. Peut-être, parfois là aussi, de manière encore plus fantasmée ou réelle par les conseillers, justement, comme leur nom n'apparaît pas, peut-être une satisfaction, mon nom n'apparaît pas, mais c'est moi, c'est grâce à moi. Donc là aussi se joue toute une série de fantasmes sur finalement ce qui est plus, comme le rappelle Guy Carcassonne, un constitutionnaliste français qui a lui-même été dans différents cabinets ministériels, finalement ce qui caractérise le travail d'un ministre, ce n'est qu'un travail collectif. Il utilise la métaphore, il n'existe que de ministres collectifs, la tête, le ministre, et le corps, les membres de cabinet. Et il faut que tout ça s'articule, vive en mouvement. Et donc le dernier point qui pourrait caractériser, après le secret, le prestige, l'héritage vassalique des cabinets, c'est vraiment ce côté fusion. Tout d'un coup, c'est un groupe, une épopée qui prend ou qui prend pas, d'ailleurs parfois, mais en tout cas qui produit au niveau des relations des sentiments extrêmement forts, alors que certains vont qualifier de camaraderie, d'autres vont qualifier de grande famille. Guy Carcassonne utilise aussi ce terme, en tout cas, où se jouent des relations humaines extrêmement puissantes à l'intérieur de ce groupe. Alors, groupe, équipe, certains utilisent différents mots. L'autre point, après donc ce petit détour par le mode de fonctionnement en cabinet, c'est le rapport au temps. Alors je crois que c'est vraiment un point commun depuis ce matin. Ce rapport au temps dans les cabinets, on pourrait dire qu'il est extrêmement, on l'a vu, éphémère, mais il est aussi extrêmement brutal. La brutalité, avec des guillemets, elle commence très souvent lors de la nomination, et elle peut aussi parfois caractériser l'effondrement brutal du cabinet. Ce qui se voit très bien dans le film de Pierre Scholler, on peut être prévenu du jour au lendemain, il faut tout de suite rentrer dans l'action, constituer tout de suite le cabinet, et le cabinet peut s'effondrer. Alors ce matin, un ancien directeur de cabinet nous en parlait, parfois d'ailleurs de manière, comment on pourrait dire ça, presque là aussi fantasmée, virtuelle. En tout cas, on sait, il y a une épée de Damoclès, ça peut peser, et certains le rappellent en permanence, à tout moment, le cabinet, hop, il peut disparaître. Donc un rapport au temps extrêmement précaire, éphémère. Donc ce rapport au temps, il connaît quand même des évolutions à travers l'historique des membres de cabinet ministériel, notamment dans la gestion de ce culte de l'urgence, dans le contrôle
de cette urgence. Parce que les membres de cabinet, y compris très anciens, rappellent que l'urgence a toujours fait partie du fonctionnement des cabinets ministériels. Alors que ce soit Philippe Roqueplot, Olivier Schrammeck, tous, Dominique Chagnolot, encore plus, peut-être d'ailleurs dans son ouvrage, rappellent la pile de dossiers. Alors maintenant, ça se passe davantage par ordinateur, mais le nombre de dossiers incroyables qu'on nous demande à traiter, les priorités politiques quand le cabinet s'installe. Et puis, donc, quelques semaines après, on a l'impression, mais comment on va battre tout ce travail? On se rend compte que finalement, tout ce qu'on nous a donné, c'est pas pour l'ensemble du mandat, mais c'était juste pour la semaine qui vient de s'écouler. Donc l'urgence, elle a toujours fait partie, le culte de l'urgence, la somme de travail, elle a toujours fait partie du mode de fonctionnement en cabinet. Seulement, ce que mentionnent les conseillers plus actuels, c'est comment cette urgence, elle leur échappe et elle n'est plus forcément dictée par le politique. Le politique, le président, le Premier ministre, le ministre dont il est question. Et donc, il donne l'exemple d'une urgence qui est dictée par l'extérieur, notamment par les médias, et sur lesquels ils n'ont pas forcément de contrôle. Ce n'est pas eux qui vont décider de prioriser cette thématique-là. Elle s'impose à eux. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent la traiter. Sinon, ils sont hors du coup. Et même, on risque le dérapage ou même l'exclusion, l'effondrement du cabinet si on ne prend pas en compte une question qui émerge de l'extérieur, la plupart du temps, par les médias. Et donc, là aussi, ça crée une instabilité dans cette urgence, c'est-à-dire que l'urgence, comme elle est dictée, pas uniquement, mais en grande partie par l'extérieur, notamment par les médias, et ben à un moment donné, un groupe peut se mettre au travail sur une urgence, y mettre toute son énergie, matin, midi, soir, même toute la nuit, et puis 2 jours plus tard, alors qu'ils ont l'impression d'avoir commencé à avancer, et ben les médias mettent une nouvelle urgence, et donc tout ce travail-là, il fait flop, en tout cas dans la communication, et un sentiment un peu de frustration. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est donné autant finalement? Voilà, on a déjà une autre urgence et de nouveau on doit s'y remettre. Donc ça crée une instabilité extrêmement forte et une hyperactivité au travail, mais une hyperactivité physique, hein, c'est vraiment les corps qui, pour certains, parce que tous les conseillers ne sont pas aussi actifs, mais en tout cas ceux qui sont vraiment au cœur de la décision, du travail du ministre, c'est vraiment physiquement épuisant et psychiquement aussi. Il faut s'imaginer que de traiter un nombre de questions par jour avec cette réactivité. Alors la réactivité, là aussi, c'est très intéressant. Le parcours entre les anciens membres de cabinet et les plus actuels, parce que certains mentionnaient le fameux journal de 20 heures autrefois. Donc, quand vraiment il y avait une urgence, on va dire médiatique, on avait toute la journée pour préparer avant le 20h, le moment phare. Là, maintenant, avec Internet, en plus, la réactivité, c'est presque à la seconde près, à la minute près, à l'heure près. Donc là aussi, une intensité, une hyperactivité, le fait d'être tout le temps en alerte aussi, extrêmement puissante et, on va dire, exacerbée. Là aussi, on peut mentionner le rapport aux nouvelles technologies, mais je sais que ce thème va être développé demain, qui accroît très fortement la charge et l'hyperactivité de ces membres de cabinets ministériels. L'autre point, toujours pour caractériser ce monde vécu des cabinets ministériels, c'est quand même l'intensité. C'est comment cette expérience, elle marque de toute façon, de manière très générale dans les entretiens. Je pense qu'il n'y en a vraiment que 1 ou 2 qui n'ont pas mentionné. Le fait d'avoir été marqué par cette expérience, elle est unique pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que même ensuite, en retrouvant d'autres fonctions, parfois des fonctions très importantes au niveau des responsabilités, ils ne retrouvent pas exactement la même chose. Et donc ça, c'est intéressant. C'est une parenthèse, alors une parenthèse qui se renouvelle parfois, mais c'est pas la même chose. Et je pense à un ancien président d'université qui disait même que c'était un peu fade. C'était une très grosse université, je précise. C'était un peu fade. Enfin, il manquait ce petit quelque chose de l'intensité. Dans sa parenthèse, il avait été 2 fois dans un cabinet ministériel de Jack Lang. Un autre point, une autre caractéristique de ce monde vécu, c'est le sentiment d'injustice, d'être mal perçu, alors que ce soit au nom du ministre, des membres de cabinet qui disent c'est injuste pour la personne du ministre ou pour eux-mêmes, d'ailleurs parfois par rapport à leur entourage, pas que par rapport à la presse, c'est cette image de pourri
et notamment de pourri au niveau économique, au niveau de l'argent. Et c'est vrai que dans les entretiens que j'ai pu réaliser, c'est pas l'argent qui est vraiment la dimension au cœur du travail des membres de cabinet ministériel, vraiment. D'ailleurs, certains m'ont même rappelé qu'ils gagnaient plus dans leurs fonctions, quand certains étaient dans le privé, avant de venir dans ce cabinet. Et donc cette image un peu injuste, où l'argent, les scandales financiers, la corruption, ça existe dans tous les domaines. Et il y a des milieux qui sont peut-être bien plus pourris. Et finalement, pourquoi toujours sur le monde politique? Donc un caractère un peu injuste d'une image autour notamment de l'argent dans laquelle ils ne se retrouvent pas forcément, même s'ils sont conscients qu'il s'agit d'argent public et donc les comptes à rendre doivent être d'autant plus importants. Autre point, là aussi, par rapport à ce monde vécu des cabinets ministériels, qui me permettra de faire la transition sur le sens de l'action politique et de ce que j'ai appelé la déprime de l'action politique, c'est la noblesse du pouvoir. Alors ce matin, la question a été soulevée par différentes personnes, mais moi aussi, quand j'ai vu le film de Pierre Scholler, à travers Michel Blanc, qui incarne ce directeur de cabinet, j'y ai vu aussi certaines personnes rencontrées pour les entretiens, mais de manière extrêmement proche. Et ça, c'est vrai que dans les cabinets, notamment auprès d'anciens membres de cabinet, on retrouve des gens totalement dévoués à cette notion de service public, d'intérêt général. Alors certains y mettent la grandeur de l'État, romantique, épique, mais vraiment le fait d'avoir à cœur cette mission et d'y mettre toute leur sincérité et un engagement extrêmement fort. Je précise au passage, quand on a parlé d'hyperactivité, qu'un certain nombre d'ailleurs de membres de cabinet ministériel, en tout cas ceux qui sont restés un certain nombre d'années, mettent en avant très souvent le fait de s'être séparés de sa compagne, de son compagnon, ou d'avoir eu un grand nombre de reproches de leurs enfants, tellement le temps de la vie politique est tout sur le temps de la vie, y compris privé. Ce qui me permet de faire le point, justement, pourquoi je parle du coût et du goût du pouvoir, c'est finalement dans cette dimension où les membres de cabinet ministériel, j'ai plutôt insisté sur certains coûts pour l'instant, mais attention, notamment les anciens membres de cabinet mettent bien en avant, là aussi, tout le goût du pouvoir. Alors le goût du pouvoir, parfois au sens, effectivement, on pourrait dire un petit peu premier, narcissique, y être. On en a parlé tout à l'heure. Certains ministères ont quand même une architecture, des bâtiments. On est encadré par des services de police, par des motards, voitures, chauffeurs. Donc ça compte, cette ivresse, on pourrait dire, du pouvoir, mais pas uniquement. C'est aussi l'idée de pouvoir faire. Et ça, le goût du pouvoir, c'est vraiment sous cet aspect-là que j'ai voulu davantage l'analyser. C'est quand on a l'impression qu'on va pouvoir changer les choses et toute la jouissance, la satisfaction que ça procure à ces conseillers ministériels. Certains anciens membres parlent vraiment de grands projets. C'était génial comment ils ont constitué, rêvé, imaginé, comment ils ont marqué. On en parlait un peu ce matin. Ils ont marqué l'histoire, ou en tout cas laissé leurs petites traces. Et ça, c'est une satisfaction au sens de pouvoir, mais de pouvoir faire, de pouvoir agir sur le cours des choses. Et donc, de plus en plus, c'est ce goût du pouvoir-là qui est grignoté, c'est-à-dire ce sentiment, finalement, de ne plus pouvoir ou de penser. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent plus, mais de penser ne plus pouvoir justement renverser le cours des choses. Alors ça, par exemple, dans les conseillers de ministère, alors du travail ou de l'emploi, en fonction de la dénomination des cabinets à la période où ils y étaient, c'est quelque chose de très fort par rapport au chômage, par exemple. C'est cette impression que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais un sentiment d'impuissance, mais lourd, pesant, alors qu'on a l'impression que les cabinets ministériels représentent quand même un lieu fort de pouvoir et de décision politique en France. Donc ce sentiment d'impuissance par rapport à l'évolution du cours des choses, et donc qui teinte le discours finalement de davantage penser avec un A, P-A-N-S-E-R, la société, plus que la pensée avec un E. Cette idée où penser différemment, faire autrement, ça nous paraît à l'heure actuelle très difficile, mais on peut au moins adapter au mieux les individus,
à ces transformations, finalement, à cet état de fait. Et donc, dans ce penser avec un A, on peut y mettre notamment tout le volet, alors différent en fonction des ministères, bien sûr, mais compassionnel. Alors, un certain nombre de membres de cabinet s'interrogent après coup sur tout le temps passé et parfois le malaise, alors que la sincérité pouvait être là, passer sur le terrain à aller à la rencontre. Alors des victimes ou des personnes concernées par tel phénomène. Et là aussi s'interrogent des années après finalement, mais quel intérêt, quel sens pour l'action politique, si ce n'est très souvent de passer énormément de temps à préparer ces venues sur le terrain. Les échanges sont très courts. Alors parfois ils sont surjoués tellement ils ont été préparés. Parfois surgit des questions spontanées et là c'est la catastrophe si un média est caché derrière. Donc on voit finalement beaucoup d'incertitudes par rapport à cette mission compassionnelle qu'ils revendiquent pour autant, mais finalement on voit très bien que la compassion, ils ne sont pas les mieux formés, même si parfois ils sont tout à fait sincères. Et on peut même parler parfois de maladresse, après coup certains en parlent, et d'autres sans doute dans la compassion, je pense au niveau du secteur social, associatif, arrivent bien mieux à défendre cette posture-là. En tout cas, sont bien plus appréciés sur ce volet. L'autre mission dans laquelle il se jette à corps perdu, mais là aussi qui ne satisfait pas, comme la compassion, ce goût un petit peu du pouvoir-faire, de changer les choses, cette idée de grandeur, de politique qui impose leur volonté, c'est la gestion. Il la valorise, c'est extrêmement important, la bonne gestion, savoir gérer. C'est d'ailleurs bien plus présent que savoir gouverner, par exemple, dans le vocabulaire. Mais d'un autre côté, ils se rendent bien compte, et très souvent d'ailleurs, ils complexent par rapport aux acteurs du privé. Quelque part, ils valorisent le fait de tout faire pour être des bons gestionnaires, mais dans le discours, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils ne sont peut-être pas les mieux placés pour ça, et voire même d'ailleurs qu'eux-mêmes complexes par rapport à des personnes qui ont l'air bien plus à l'aise avec toute cette rhétorique gestionnaire. Donc là aussi, toute la gestion, ça ne suffit pas à satisfaire ce goût un petit peu de l'action politique plus traditionnelle. Enfin, pour finir, je m'interrogerai là aussi je vais peut-être, comme il reste, je crois, quelques minutes, rester sur une ou deux illustrations. Là aussi, c'est l'étude du cas par cas qui revient très souvent dans les cabinets ministériels. Alors, il faut savoir, ça, c'était en m'adressant à des secrétaires, c'est assez intéressant, ou des personnes qui ont la tâche d'ouvrir les courriers. C'est très intéressant de voir tout ce que l'on attend des cabinets ministériels. Alors, si vous pouviez lire toutes les demandes, c'est assez surréaliste. Et d'ailleurs, un conseiller ministériel disait, oui, on nous prend un peu pour le Père Noël. Et donc, c'est assez intéressant parce que ces questions, elles sont souvent très personnelles, très individuelles. Et donc, là aussi, parfois, les membres de cabinet se sentent pris, et notamment avec les médias qui pointent certains acteurs à une période donnée, ou certains groupes ou une entreprise, se sentent un peu pris en otage par le cas par cas. Or, le cas par cas, quand on s'occupe, alors certains vont dire gère, d'autres gouvernent, de plus de 60 millions de citoyens, comment on fait ? Tout de suite, on voit les limites, l'aspect un peu ingérable. Et pourtant, très souvent, la société leur demande de faire plus de cas par cas, voire eux-mêmes s'imposent cette logique, bon, il y a tel problème, tel scandale, on va faire du cas par cas. Et là, tout de suite, le côté ingérable, les débordements sont sans limite. Par rapport à ce nombre incalculable pour un pouvoir qui est de plus en plus, on le voit, remis en question par d'autres niveaux de pouvoir, la décentralisation, l'Europe, la mondialisation. Et donc c'est vraiment sur cette question-là que je vais conclure, c'est quel est le sens donné justement à cette action politique au sein des ministères par rapport à toute cette recomposition, à tous ces niveaux de pouvoir multiples et variés. Merci.